Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien? Eh ben, rejoignez KatchaCast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand. Wakaranai daro. Dagara, immaからですね。Cette superbe envoi par-dessus la troisième corde de Tonka. Parce que ça va très vite, ça va très vite. Cette fois-ci, on est là tous les deux. Ah oui. Ce qui est passé par-dessus la troisième corde. C'est pas tout, regardez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast du KatchaCast. On se retrouve pour une émission et non pas des moindres, mais avant de mettre les choses dans l'ordre, de vous dire de quoi il va être question, je suis avec ma chère équipe Félix, l'habitué, hein, le binôme à deux têtes. Nous sommes les Janus du KatchaCast. Salut Félix. Salut Janus. Et puis avec grand plaisir, bonheur, parce qu'avec tout ce fratras du confinement, on s'est retrouvé à se dire mais où est l'espoir? Allons-nous nous retrouver? Dis, quand reviens-tu? Au moins le sais-tu? Chanter Barbara? Eh bien c'est Michael et non pas Barbara qui est revenu. Coucou Michael. Salut. Eh ben, on va attaquer de plus belle votre hôte, évidemment, Medides de Death Podcast. Et je permets aussi de vous donner quelques petites infos. Hein. On a des nouvelles émissions quand vous écouterez, hein, si vous les avez manquées, parce qu'effectivement, il y a eu la reprise avec ce côté un peu tout sautant du confinement. Vous avez eu 2 émissions. Alors, une émission de tous les dangers en termes techniques avec Félix, qui témoignera, qui en suit encore à grosses gouttes, de notre récap habituel autour du G1 Climax 30. Ça fait voix de robot. Et puis on a également enregistré une très chouette émission avec Sabi Kanrana, alias son identité civile Sabrine Benoumen, qui est donc entre autres choses journaliste, spécialiste du catch en règle générale, et avec des petites spécialisations, excusez du peu, du côté de la lucha libre, vu qu'elle a été du côté de Guadalajara, et c'était un super moment. On vous invite à aller voir ça, notamment pour cette dernière, vous l'avez en version vidéo sur le YouTube de KatchaCast. Autre grosse nouvelle, et promis, juste après on commence, qu'elle est quand même de taille et on vous embêtera de manière beaucoup plus rapide la prochaine fois parce que vous aurez vidé votre PEL entre temps. Le Patreon est en ligne. Wouhou, on n'y croyait plus, mais après moult soucis, sûrement parce qu'il y a 15 000 personnes qui ont eu l'idée de monter un Patreon pendant le confinement, de soucis de saturation de données bancaires. Et bien le Patreon est lancé, donc vous pouvez nous aider à hauteur de vos moyens, évidemment. Ça commence à 1 €, donc n'hésitez pas à nous donner un petit coup de main avec des contreparties dont on vous parlera à l'occasion. Et si vous n'avez pas les moyens financiers, on est conscient, hein, la vie est dure, moi je me bats pour le futur, quelle aventure, disait Menlik, et bien que vous pouvez tout à fait penser à des trucs simples mais efficaces, comme partager sur Twitter, Facebook, Instagram nos publications, et vous pouvez même aussi faire les deux. Je m'arrête là et on va vous parler d'une manière sublime, d'une manière féminine, d'une manière de briller. On va vous parler de la série Glow. Effectivement, série qui nous a profondément marqué, nous trois. Je m'avance pas trop, je sais que Félix c'est vraiment le cas. On en avait beaucoup parlé. Mickaël, je sais que jusqu'au début de saison 2, on avait parlé ensemble et que tu étais assez enthousiaste concernant la série. On va voir ce qu'il en est quand on sera amené à parler de la saison 3. Donc déjà, on va commencer par l'essentiel, c'est-à-dire Glow, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y en a un de vous deux qui se souhaite de partir sur la dimension Captain Obvious de la question. Bah, moi je peux y aller peut-être. Donc Glow,
série Netflix qui a commencé en juin 2017. Donc il y a 3 saisons de 10 épisodes, comme tu l'as dit, Mehdi. Donc Glow, c'est une série qui se passe dans les années 80 et qui s'inspire d'une vraie émission de catch, du coup, parce que si on en parle dans le catch à cast, c'est qu'il y a un lien avec le catch, évidemment, qui s'appelait les Gorgeous Ladies of Wrestling, les sublimes femmes du catch, dans la langue de Molière, et donc Glow, en acronyme. Et donc, c'est une inspiration, une réinterprétation de cette émission qui a vraiment existé. Et là, on se centre vraiment sur un casting de personnages, des anciennes actrices, des anciennes cascadeuses, et qui essayent de trouver avec Glow un moyen d'avoir des rôles un peu plus profonds entre guillemets, et avec un peu plus de performance, un peu plus de choses à dire aussi que ce qu'elles peuvent rencontrer à l'époque dans le cinéma ou dans le théâtre, quoi. Effectivement, et c'est ce découpage-là qui va être intéressant, à la fois de différentes personnalités des catcheuses, mais aussi, vous en doutez bien, vu qu'on est sur le catch à cast, quand même une émission qui se spécialise, mais qui se veut aussi, on espère, une porte d'entrée pour cette série, qui est très chouette si vous ne l'avez pas vue. Mais, grosse nouvelle, l'annonce est tombée, annonce fatale, annonce butoir. La série n'aura pas de réelle conclusion. On est resté sur un cliffhanger assez costaud, mais qui, malheureusement, on se réconforte comme on peut vaguement faire office de fin. Mais c'est vraiment malheureux parce que la saison 4 donc, a été annoncée comme purement et simplement, non pas reportée, mais annulée. Et oui. Ouais, parce que le tournage avait commencé cette année. La saison 4 devait être la dernière saison de la série. C'est surtout ça qui fait mal à la gueule. Et oui, ouais, c'est surtout ça. Et Netflix, à la rentrée 2020, donc vers août-septembre, a annoncé que la crise du Covid-19, parce que crise sanitaire mais aussi économique, l'avait poussé, entre guillemets, à annuler, je crois, 3-4 séries, dont Glow. Voilà, donc nous, on a toujours voulu parler de Glow dans le catch à cast. Voilà, Mehdi l'a dit aussi, la plupart des gens de l'équipe suivaient la série et l'aimaient beaucoup. Et bon, c'est une triste occasion, mais c'est la dernière occasion qu'on a de transmettre notre amour de la série. Et donc voilà, bon, peut-être que les actrices ont essayé, il y avait eu un live en visio avec tout le casting, elles avaient essayé de monter une pétition pour refinancer la saison 4, etc. Mais très à la mode, ça. Bah c'est drôle d'ailleurs parce que ça a coïncidé avec des lives de Community dont faisait partie aussi Alison Brie il y a peu. Ouais. Oui, parce que Community avait été repris par Netflix. Et au début, c'était en printemps, je crois. Et donc ça a pas donné trop de nouvelles depuis ces dernières semaines, donc je pense que c'est un peu mort, entre guillemets. Donc, après c'est toujours difficile de savoir si les shows Netflix ont une grosse audience ou pas, en fait. Est-ce qu'on sait si Glow c'est vu par... Enfin, j'ai toujours du mal, moi, avec Netflix, à savoir si parfois ils annulent des shows, bon, quand c'est pas à cause du Covid, est-ce que parce qu'après à la base oui, puis à la base on pourrait se dire ils s'en foutent, enfin je veux dire, c'est pas comme s'il y avait des recettes publicitaires, donc de toute façon ça change pas grand chose pour eux qu'il y ait des shows qui marchent ou pas au final, mais pourtant ils en annulent, donc ça doit quand même y avoir une espèce de réalisme financier derrière. Mais après les premières saisons elles avaient dépassé la moyenne du million de vues, je crois, dans mes souvenirs. Mais après, effectivement, Netflix est hyper secret sur les chiffres. Il donne vraiment que les chiffres qui marchent. Genre avec Stranger Things, avec The Witcher, etc. Et pour les trucs qui marchent pas vraiment, il est très mystérieux. Donc ça se trouve, la saison 3 a vraiment pas marché pour eux. Et donc ils sont... C'est une occasion rêvée, entre guillemets, côté investisseur. Ouais. Michael, tu voulais rajouter autre chose juste avant? Non, juste que, Glow, après, il y a un marqueur assez simple avec Netflix, c'est quand on commence à voir, mais bon, ça c'est pour les gros succès Netflix, on commence à voir les contacts Facebook qui parlent d'une série, parce que tout le monde en parle et tout. Bon, Glow, j'ai quand même pas l'impression que ça a été hyper mainstream, quoi, comme série. Non, hyper non, mais il y a quand même eu un petit engouement. Mais hyper, non, on n'était pas du niveau de Sense8, on n'était pas d'un niveau d'un Mindhunter. Faut peut-être saisir ça pour rappeler qu'effectivement, elle avait un double contexte sur lequel elle s'appuyait, Glow, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois... vous me dites ce que vous en pensez, les gars, peut-être que je m'égare ou que je grossis le trait, mais il y avait à la fois la grosse tendance
80s revival avec Stranger Things, avec Ready Player One, et ben Glow c'était absolument dans les 80s quoi, même si c'était pas forcément le thème principal de la nostalgie qui était invoqué dans la série, mais quand même on en voit partout quoi. L'actualité du Challenger dans la saison 2, la navette de la NASA qui avait explosé en vol, ce genre de truc, enfin ça, il y a des marqueurs. Il y a des marqueurs, et puis il y avait je sais plus à quel moment ça avait commencé, mais il y avait en tout cas côté catch, et puis côté sociaux plus large, il y avait un vent de féminisme, et de côté catch il y avait Give Divas a Chance qui avait commencé je crois peut-être un ou deux ans avant. MeToo devait pas être très loin non plus, donc, et c'était une série très féministe, enfin quand ils l'avaient vendu, les deux showrunners, donc je vais lire les noms mais je pense que je vais me tromper dans leur prononciation, merci. C'est Liz Flahive et Carly Mensch. Elles avaient vendu la série comme le nouveau Orange is the New Black, qui était une des premières grosses séries Netflix comme House of Cards, et c'était une série que centrée sur des femmes quoi. Donc il y avait ces deux points vraiment de vente facile pour la série au début. Après je sais pas, peut-être que le catch ça a rebuté peut-être des gens, ou l'inverse, je sais pas. Peut-être, parce qu'au fait après je pense qu'on parlera plus dans le détail de l'évolution de la série, mais Yes. elle a quand même elle s'est vachement cherchée, dans le sens où elle est partie un peu du catch comme on va dire background. Matériel de Mais en base fait, quoi. au final, c'est plus une série, et dans la troisième saison, c'est plus une série qui parle on va dire, des communautés un peu marginales et tout, Oui, ou c'est alors vrai. des communautés LGBT et tout. Au final, la dernière saison, elle est quasiment que là-dessus, sur le côté plus cabaret, groupe un petit peu itinérant et tout. Donc, au final, alors peut-être que c'est ce dont elle voulait parler dès le début, en fait, hein, et qu'en fait, ça c'est, elles ont un peu pris ce prétexte, et puis Possiblement. Après, c'est vrai qu'on verra au niveau des interprétations au fil de l'émission, mais je me disais aussi que c'était une manière d'expliquer la dimension indépendante, parce que ça dépasse jamais ce niveau-là, hein, même s'ils ont une diffusion télévisée du show à un moment, ça reste effectivement très très confidentiel, très indépendant. Donc c'est aussi de montrer qu'il y a cette dimension un peu itinérante, toujours prégnante dans le catch, même si il est évident, comme tu le dis, que la saison 3 est très teintée de cette optique-là, très très militante pour les minorités. Tout à fait. Alors on a un petit peu posé. Moi je pense que c'est un peu à la croisée des mondes, dans le sens où ça a dû avoir un succès critique et d'estime. Comme on l'a dit, pas aussi gros que des mastodontes on citait dans les mêmes influences des années 80 comme Stranger Things, qui laissaient rien sur leur passage, mais mixé effectivement à cette dimension comme ça, on va dire intellectuelle ou militante, il y avait quand même, la sauce a quand même globalement bien pris. Donc on a parlé un petit peu de la raison de la rétrospective. On vous a décrit que ça venait quand même d'un domaine contextuellement historique fondé. Est-ce que vous souhaitez, Félix ou Michael, qu'on complète un petit peu plus sur les origines de ces fameuses... On peut peut-être parler, oui, on peut peut-être parler, je l'ai évoqué, le vrai glow. Peut-être qu'on peut en parler, parce que on donne souvent l'anecdote que ça vient d'un vrai truc, mais qu'est-ce que c'est que ce vrai truc en l'occurrence? Donc j'ai regardé un peu, parce que je connaissais Glow de loin aussi, mais je m'étais jamais vraiment penché là-dessus. Alors pour le petit point historique très rapide, Glow c'est un truc qui a été créé par un mec qui s'appelle David McLean en 86. Donc vraiment c'est le point d'ancrage de la série aussi, l'année 86. C'est un peu le Bash Howard dans la série, David McLean. C'est vraiment le producteur, le monsieur loyal de l'émission. Mais il avait déjà eu des expériences dans le catch, à la différence de Bash. Il a déjà été un peu booker pour des promotions très territoriales, dont une qui s'appelait World Wrestling Association. Alors je cite le nom parce que ce nom-là a été utilisé par énormément de compagnies de catch dans les années 80, que ce soit en Australie ou ailleurs, enfin voilà. Et pareil, le vrai Glow, c'était basé sur 12 catcheuses indés, et le reste c'était que des actrices et des showgirls reconverties.
Donc là, il y a une petite différence avec la série pour le coup, parce que dans la série, même la fille de catcheur qui est Carmen, le personnage de Carmen dans la série, elle n'était pas catcheuse avant de commencer Glow. Non. Voilà. Ouais. Et Glow, même si on a l'impression que c'est un truc un peu éphémère, un peu un truc, voilà, ça se passait dans les années 80, c'est quand même un truc qui avait, niveau audience télévisuelle, avait battu régulièrement l'émission phare de la WWF à l'époque, qui était Superstars. Donc parce que voilà, jolie fille, un peu émission chaotique, très branchée pour une cible très particulière, et Superstars qui était plus pour les gamins. Et donc c'était un concurrent. Regarder Superstars. C'était un concurrent, c'était quand même la. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Et c'était une des premières émissions et une première promotion, parce que même si c'est que pour un show TV, c'était quand même une promotion. C'était une des premières promotions à avoir que des femmes sur le ring, aux États-Unis en tout cas, parce qu'au Japon, il y avait déjà le Joshi Puroresu qui était un succès commercial de folie dans les années 80. Voilà. Et puis la volonté de Glow, pourquoi commencer Glow, c'était justement la WWF et l'alliance avec MTV, qui avait fait du personnage de Wendy Richter, hein, qui était championne à l'époque, championne féminine de la WWF, et de sa comparse Cyndi Lauper, donc icône pop de l'époque. Ils avaient fait un succès d'audience aussi, parce que c'était, je crois, l'émission où Wendy Richter gagne le titre grâce à Cyndi Lauper. C'était le programme le plus regardé de l'histoire de MTV à l'époque. Donc il y avait tout ça. Voilà pour Glow. Donc Glow, ça a duré quelques années. Et puis après, il y a eu des revivals dans les années 90. Il y a une ancienne actrice de l'émission qui a essayé de recommencer Glow sur la base de live show, un peu comme ce qu'ils ont fait à Las Vegas dans la saison 3 de la série Netflix. Ouais. Et puis, l'héritage de Glow au niveau catchesque, et après je finirai là-dessus, c'est que au début des années 2010, David McLean, il est revenu à la charge. Il a démarré une nouvelle promotion qui est toujours en activité, qui s'appelle Women of Wrestling, qui a commencé sur Access TV. Access TV, c'était le diffuseur de la New Japan aux États-Unis, et c'est le propriétaire actuel de Impact Wrestling. Donc voilà, c'était l'histoire de Glow. Donc finalement assez riche, et puis il y a plein de personnages, on en parlera quand on parlera plus de la série. Il y a plein de personnages qui ressemblent à des gimmicks qu'on retrouve dans Glow aussi, donc ça c'est marrant, je trouve. Et puis, puis aussi des lieux, des espaces, enfin, il y a des sens du détail qui sont assez drôles. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'on retrouve dans la série télé évidemment, mais partons des origines, vu qu'on y est grâce à Félix, c'est que donc dans les Gorgeous Ladies of Wrestling, il y a vraiment déjà cet emprunt très girly, très paillette, clairement assumé. On peut revoir, d'ailleurs, on vous mettra probablement un lien dans le billet, des rings, des fois avec des cordes roses. C'est très paillette, bien avant l'arrivée de Kevin en 2020, 2019 et 2020. Voilà, il y a vraiment un truc à annoncer. On est dans l'époque un peu néon, laser et compagnie. Hein, on est vraiment là-dedans. On a des scènes aussi. C'est quand même assez rythmé, hein, ça peut être clairement kitsch parce qu'on voit les différences de niveau entre les catcheuses et entre les actrices, mais voilà, il y a vraiment un panel de personnages. Il y a un combat d'ailleurs dans le récapitulatif dont on mettra un lien qui se situe, si je ne m'abuse, à Las Vegas, hein, d'ailleurs, qui se finit dans un escalator et finit à l'extérieur avec une vue sur une partie de Las Vegas. Enfin voilà, on a déjà quand même un décorum qui est très très posé et qui est annonciateur de tout ce qui arrivera dans Glow. Donc c'est assez intéressant de voir la dimension liée. Est-ce que, Michael, tu avais vu, vaguement entendu parler, pas du tout peut-être? Pas du tout. D'accord. C'est vrai que moi, je t'avoue qu'en dehors de la préparation de l'émission, j'étais un peu... Mais je m'étais demandé, mais Félix en a un peu parlé, mais je m'étais demandé comment ça se situait Glow par rapport à l'état du catch féminin à ce moment-là dans l'histoire du catch. Si c'était un peu... Est-ce qu'on pourrait penser comme ça, si on ne connaît pas trop, qu'en fait c'était un peu le début du catch féminin, alors qu'en fait il y avait déjà du catch féminin à côté, et depuis plus longtemps que ça, c'était pas le début du catch féminin, c'était un truc un peu à part. Il y avait déjà du catch féminin plus sérieux probablement à l'époque de Glow, on est d'accord?
Oui, bah déjà au Japon, il y avait les Crush Gals, il y avait les Jumping Bomb Angels, c'est des grosses tag teams qui avaient fait le succès du Joshi au Japon et qui s'étaient exportés bah, notamment à la WWF, parce que ce qui était un succès au Japon à l'époque allait au Madison Square Garden et compagnie, ce qui n'a pas été le cas après dans les années suivantes. Hmm. Parce que Vince McMahon a voulu vraiment faire de sa WWF une bulle à part entière dans le monde du catch qui avait aucune connaissance du monde extérieur. Mais dans les années 80, c'était encore en transition ce genre de vision. Et puis aux États-Unis, bon, c'était pas la panacée, quoi. À part l'épisode Wendy Richter et l'alliance avec Cyndi Lauper qui faisait qu'il y avait un côté mainstream, Ouais. une attirance mainstream, c'était pas non plus la folie, quoi. On était encore à l'héritage de Fabulous Moolah qui catchait depuis Ah, 30 ans, etc. Mais c'est vraiment, je pense, que c'est vraiment le duo Lauper et Wendy Richter qui a fait que Glow a pu se faire parce que ça a montré que ça pouvait être non seulement entre guillemets glamour, c'était le gros mot de l'époque quand même, et puis un succès quoi, parce qu'au niveau audience, il y avait un précédent quoi. Alors, pour rappel, hein, pour ceux qui ne connaîtraient vraiment pas du tout musicalement parlant ou qui seraient peut-être plus jeunes, Cyndi Lauper, un phénomène pop, on va dire, et de la chanson, de la variété de l'époque, même si c'est un peu réducteur de la limiter qu'à ça, qui a été surtout signataire d'une chanson, pas forcément la plus emblématique, mais qui était Girls Wanna Have Fun, qui effectivement est un petit peu clairement pour être un sous-titre d'une certaine manière de Glow progressivement dans cette dimension d'émancipation de l'équipe qui constitue Oui, et puis en plus, même dans le clip de cette chanson-là, il y avait un catcheur qui était Captain Lou Albano dans le clip. Donc il y avait déjà la Ah, connexion mais avec c'est le catch, vrai quoi. qu'il y avait un catcheur, maintenant que tu me le dis. Et Oui, ouais. alors je connaissais pas, contrairement à toi, mais d'accord, d'accord. Bon, bah, comme quoi. La boucle était bouclée avant même qu'on s'en rende compte. Bon, je pense qu'on a fait un joli tour sur la genèse, sauf Yes. évidemment, vous m'interrompez s'il y a des choses à rajouter. Eh bien, on va se poser quand même le gros de la question autour de la série, c'est est-ce que, question polémique, est-ce que Glow traite de catch? Traite du catch. C'est vraiment un petit peu la question à 100 000 $, qu'on soit fan de catch ou pas, parce qu'en général, quand on aborde une œuvre, une série qui a un thème, on se demande jusqu'à quel point est-ce qu'elle l'aborde frontalement, qu'est-ce que ça permet comme liberté ou quoi ou qu'est-ce. Voilà, donc la question est posée, plusieurs angles d'attaque, je sais pas, peut-être Michael, sur ton ressenti, la façon, on peut peut-être commencer tous les trois sur comment on a découvert la série et comment elle nous a impacté, premier épisode plus tard. Yes. bah, Alors, de toute façon, déjà, moi je l'ai binge-watché, hein, parce que, en général, quand il y a une nouvelle série sur Netflix, je la vois en un ou deux jours. Donc, dès la sortie. mais, ah oui, oui. Ah oui, Bah là, d'accord. du coup, je me souviens plus exactement, mais je pense qu'il y avait quand même, on avait entendu parler, puisque du coup, une série sur le catch, c'était quand même un petit peu un événement pour les fans de catch. Ah bah Donc, ouais. en plus, avec des vrais bouts de catcheurs dedans. Euh, dont surtout Kia Stevens, mais bon, faut pas oublier que dans la première saison, il y avait aussi, Il y si je me avait des trompe pas, caméos. il y avait John Morrison, Ouais. Ouais, et Chavo Guerrero, c'est dans C'est dans combien, la là 2. la saison 2. Ouais, il y avait aussi Carlito, c'est ça. Yes, dans les 3 Ouais, saisons. 3. Ouais, oui, Carlito, d'ailleurs, il joue, quoi, hein, Ouais, ouais. il sait être acteur. Oui. Et donc, oui, il y avait pas mal de hype, donc du coup, oui, moi, j'étais quand même assez enthousiaste à l'idée de voir ça. Après, j'étais un peu déçu, moi, sur le côté un peu soap opéra, un peu cheap Ah ouais. de la première saison. Oui, oui, c'est vrai que Je c'était un trouve que peu la la... série est devenue beaucoup plus classe par la suite, même si Oui. paradoxalement elle parle moins de catch. Mm. Elle est beaucoup plus élégante après, mais la première Ouais, saison a un côté clairement. très studio. En fait, après, c'est toujours le Ouais. truc. Alors, ce que j'allais répondre par rapport à la question que tu posais, Mehdi, c'est sur est-ce que ça parle de catch. Donc, alors, je vais confondre les deux termes parce que ça fait longtemps, mais bon, comme j'ai fait des études de cinéma, normalement, en scénario, on parle de proposition dramatique et de proposition thématique. Oui, oui. Étant donné que il y en a une, c'est euh, un peu la morale de l'histoire, donc quel est le sujet de l'histoire, mais d'un point de vue, disons, presque philosophique, ou voilà. Et il y Mhm. en a une, c'est plutôt quel est disons, le milieu de l'histoire ou quelle illustration qui va servir à
à faire fonctionner cette morale. Donc en l'occurrence, là, clairement, on peut dire qu'il y a un sujet qui est le catch, mais en fait, le vrai sujet, c'est plutôt, bien sûr, comme n'importe quelle série un peu bien écrite moderne, c'est plutôt par rapport au personnage. Donc on pourrait dire que le vrai sujet, c'est oui, c'est en fait l'évolution des deux personnages principaux, comment ils arrivent à changer de vie et tout, ou alors Ouais. on pourrait dire que c'est la place de la femme dans les années 80. Enfin, on peut trouver plein de trucs, mais en fait, c'est plutôt des sujets sociétaux qui sont au final les vrais sujets de la série. Donc en fait, le catch, c'est un espèce d'ingrédient de fond. C'est pour ça qu'au final, la série peut presque s'en passer en évoluant, parce qu'au final, son sujet, c'est pas vraiment ça, quoi. Ouais. Oui, oui, c'est ce qu'on verra. Je suis tout à fait d'accord hein, pour ma part sur la dimension d'élégance en particulier qui vraiment explose dans la saison 3, d'où la frustration accrue de ne pas voir de conclusion à notre série chérie. Pour ma part, moi c'était assez amusant parce que j'ai eu un délai, on va dire, dans le sens où j'ai pas sauté tout de suite sur la série. Alors je savais immédiatement, bien entendu, et pas simplement parce que je suis dans le catch à casse, mais je pense que la proposition m'aurait plu de base, ne serait-ce que comme curiosité que j'allais la voir. Mais voilà, j'ai pas forcément regardé. J'avais Jérôme qui m'en parlait beaucoup, qu'on salue, qui me disait oui, il faut que tu regardes, etc. Mais bon, voilà, c'est arrivé sur un enchaînement de périodes où j'ai pas forcément eu le temps ou avoir eu la tête de regarder ça. Bon, je vous épargne les turpitudes et tout ça. Et j'en suis arrivé donc au point où je me suis posé. Et là, ça a été un peu difficile de faire autrement que comme Michael, de binge-watcher la série. Pas simplement dans un rapport comme ça spontané, mais parce que voilà, j'étais vraiment pris de bout en bout. J'ai des circonstances qui font que je suis très très fan de l'actrice Alison Brie et je suis loin d'être le seul, que ce soit son rôle dans Community ou ailleurs. Mais voilà, ça marche très très bien. On sent évidemment, nous, quand on arrive avec la casquette de fan de catch, on a des codes, on va savoir ce que c'est qu'un face, un heal, et donc on comprend finalement ces épisodes qui vont vraiment s'apesantir là-dessus pour expliquer au tout venant qu'est-ce que c'est l'idée de gentil de méchant, le catch est vrai, c'est pas vrai, etc. Mais pour autant, voilà, c'est jamais pesant. Je vais uniquement pour l'instant me rester pour ma réponse sur la saison 1, c'est jamais pesant. Et puis surtout, c'est vrai qu'au début, je rejoins Michael sur le sens où c'est une plaque tournante, le catch, mais c'est évidemment pas l'élément central. On n'est pas, je prends un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, on n'est pas dans cette considération, c'est-à-dire très presque socio-anthropologique et The Wrestler, par exemple, d'Aronofsky, où là, voilà, on va avoir des détails sur c'est quoi se blesser, comment est-ce qu'on se donne un teint allé avant d'aller sur scène en se mettant une bonbonne pour se donner un teint plus bronzé, comment est-ce qu'on se retire du verre ou des punaises d'un deathmatch, enfin voilà, ce genre de considérations-là, quelles sont les conséquences d'être catcheur, financières, etc. etc. Même s'il y a un enfin, désolé, je te coupe, mais Non, je t'en prie. avec le personnage de Cat Stevens, au final, c'est ce que j'ai bien aimé quand même, c'est que, en fait, quand on a dans la série, surtout la troisième saison, c'est presque elle qui représente à elle seule un peu toutes les vraies thématiques par rapport au catch. C'est-à-dire on voit quand même un petit peu les problèmes de blessures et tout et tout. Donc je trouve qu'en fait, elle, en fait, elle finit par cristalliser un petit peu justement cet aspect quand même un peu presque pas documentaire, mais un petit peu réaliste et informatif sur le Mais catch. c'est C'est bien pour esquissé ça après. que j'ai dit que je me cantonnais à la saison 1. Oui, parce que En disant ce que je disais. il me semble que c'est dans la saison 3, ce que tu Ça évoques, s'amorce Michael. dans la 2 et Et ça c'est explose dans la 3. esquissé Ouais. parce que, bon, pour rappel, déjà, je sais pas si on l'a dit, mais Kia Stevens, c'est celle qui joue Tamé, donc la reine des allocs dans la série, mais c'est surtout Awesome Kong. C'est la seule vraie Ouais, catcheuse du casting. ouais. Moi d'ailleurs, quand j'avais vu la saison 1, j'avais bugué, mais j'étais pas sûr de l'avoir reconnue. C'est que en me renseignant après, que je me dis ah mais voilà, je la connaissais cette nana et c'était Awesome Kong quoi. Et Et ouais. j'étais vraiment ébahi de l'avoir joué comme ça aussi à l'aise et tout. Bah oui, elle Alors que elle Awesome est très Kong bonne en plus actrice. c'est un personnage mutique Incroyable. quoi. Donc Ouais. voilà, et oui, c'est esquissé dans la saison 3, avec son mal de dos, chronique, Mm. etc. Mais encore une fois, c'est un peu différent parce que dans The Wrestler, c'est un mec qui a passé sa vie à prendre des bumps. Là, Kia Stevens, dans la série, dans la saison 3, c'est C'est tout une récent. actrice reconvertie
C'est ça. qui arrive, je crois, dans la quarantaine, etc. Mm. Et qui, effectivement, elle bump, donc elle chute sur le ring tous les soirs, parce que quand ils sont dans la saison 3, c'est un show à Las Vegas, donc tous les soirs, contrairement aux 2 premières saisons où le show en question, c'est un show télévisé qui est enregistré toutes les semaines. Mm. Donc son corps était pas prêt pour ça, entre guillemets. C'est ça. Après, il y a plein de dimensions dans la série sur ce Je voulais côté simplement catcheur. terminer parce que je voulais laisser Michael sur son idée, mais ça tombe très bien parce que c'est un truc que je voulais évoquer plus tard, ce sera fait. C'est l'exemple que vous donnez du personnage donc de l'actrice Cat Stevens, donc Tamine le Welfare Queen. C'est que on a une alternance, je dirais, entre les presque troublante entre ce qui se passe dans la série et la réalité. C'est-à-dire que Cat Stevens, c'est entre guillemets, hein, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des qualités d'acteur ou d'actrice quand on est catcheur ou catcheuse, au contraire, mais pas au sens hollywoodien ou sur les planches, etc. Et pourtant, il y a moi, au bout d'un moment, je n'ai plus senti la différence. Au début, encore un peu, mais sincèrement, au bout d'un moment, j'étais beaucoup plus à l'affût des scènes avec elle, alors que je la sais de base initialement exclusivement catcheuse, qu'avec, et pourtant j'ai crié mon amour pour elle aussi tout à l'heure, qu'Alison Brie, quoi. Donc finalement, moi je trouve aussi une des autres forces, c'est qu'il y a une vraie forme de magie dans la série et Ouais. dans ce qui s'est joué des actrices. Et je te rends la parole, Félix. Excusez-moi parce que tu avais amorcé quelque chose. Non, mais c'était pour ouvrir la parenthèse sur Cat Stevens. Moi, pour répondre à ta question, j'ai découvert la série par l'actualité catch. Parce que tout le monde a dit, oh là là, il y a une série Netflix qui va commencer sur du catch féminin et tout ça. Donc forcément, j'ai regardé parce que je suis comme ça, je suis un obsédé de catch. Donc forcément, je vais regarder ce qu'ils vont faire de mon petit catch dans un autre élément qu'un ring de catch, justement. Et moi, j'avais vu The Wrestler et j'avais beaucoup aimé The Wrestler et je me demandais si ça allait être plus dans ce ton-là parce que je savais que Netflix il traitait quand même de sujets assez sérieusement. Enfin, House of Cards et compagnie, c'est quand même très sérieux à la base. Mais j'avais aussi peur quand même que ça tombe dans les écueils d'un film comme les Reines du Ring, qui était sorti quelques années avant en France avec Nathalie Baye et Audrey Fleurot. Je sais pas si vous avez entendu parler Je ou l'ai pas vu. vu, mais j'en ai entendu parler. Ouais. C'était un désastre, quoi. Enfin, Ça avait l'air. même si l'idée de base était à peu près pareille, c'est-à-dire que c'était des femmes qui s'emmerdaient ou qui trouvaient pas leur place et qui avaient trouvé avec le catch un moyen de s'exprimer et tout ça. Donc finalement, ça rejoint un peu Glow aussi, mais le traitement non seulement du catch et puis la narration, les personnages et tout ce qui va avec une fiction cinématographique était mauvais, quoi. Donc c'était plus difficile. Et pour Glow, pour rebondir sur ce qu'a dit Mickaël, je suis complètement d'accord avec lui. C'est vraiment le catch n'est pas prioritaire dans la série, il n'est pas central, comme tu le disais, Mehdi. Mais malgré tout, il est quand même hyper bien traité et la série sait l'utiliser quand elle le veut et sait aussi comment s'en inspirer pour certaines intrigues sans que ça soit obligé. Toujours quand c'est naturellement amené, c'est-à-dire que quelqu'un qui connaît pas le catch va juste dire bah voilà, c'est de la narration bien ficelée, et quelqu'un qui connaît le catch va forcément trouver un parallèle intelligent sur la mécanique du screwjob par exemple, ou donc de l'arnaque sur le ring. Voilà, mais juste pour finir ma diatribe là-dessus, il y a une citation, c'est la seule citation que j'ai prise d'une interview d'une des actrices de Glow, que je trouvais vachement, qui résumait vraiment le propos de la série. Donc l'actrice en question, c'est Betty Gilpin, qui joue Debbie Egan slash Liberty Bell, qui dit de Glow, pour elle, Glow c'est ça. Je pense que dans un ring de catch, on peut accéder à une version super héroïque de nous-mêmes. Tous les personnages ont tenté de s'en servir dans la série pour répondre à une question existentielle. Comment puis-je faire pour me sentir aussi forte sur un ring que dans ma propre vie ? Voilà, je pense que ça grossit un peu le trait du côté ring de catch super-héros, mais c'est ça finalement la série. C'est des femmes qui essayent de trouver leur place dans la société et dans leur métier et pour elles-mêmes, et finalement le ring c'est un peu le pont pour y arriver, quoi. Je survalide la citation parce qu'il y a notamment, je dirais, ne serait-ce
un seul épisode de la saison 3 qui vaut à lui seul, ça veut pas dire que les autres sont pas bons, au contraire, mais qui vaut à lui seul le fait de visionner la série pour que vous compreniez la quintessence de cette phrase. Je pense que les copains auront compris auquel je pense ou pas. Non. Mais voilà. Non. D'accord. Dis-nous. Bon. Feu de camp. Voilà. Bah oui. En 1, voilà. Bref, donc je reste cryptique pour que vous puissiez apprécier. J'ai pas précisé sur la réponse et je pense que peut-être Félix, toi aussi, toi et moi, on a été un peu moins clairs que Michael là-dessus. Est-ce que la série traite du catch? Alors moi, je pense fondamentalement que oui, de manière vraiment évolutive, c'est-à-dire à la fois pour les initiés et les non-initiés. C'est quand même toujours très fort d'arriver avec justement un sujet bien mis en avant et de perdre ni les gens relativement on va dire aguerris ou en tout cas éclairés sur le sujet et de conserver ceux qui apprennent, on va dire, sur le tard, sur l'occasion. C'est voilà, on a, comme j'expliquais, la saison 1, c'est une saison, vous en sortez, vous comprenez vraiment le gros des tenants, des aboutissants de ce que c'est qu'une feud, donc une rivalité, quelle est l'importance de créer un personnage, pourquoi le créer avec... Et je vais même rajouter une anecdote pour dire pourquoi ça parle fondamentalement de catch. J'ai toujours eu un rapport, et comme probablement beaucoup de spectateurs de catch, avec les personnages de heel et notamment les personnages de heel caricaturaux. Et donc là, ça nous ramène encore à Cass Stevens, donc le personnage de Welfare Queen. Et j'ai eu une sensation en fait de rejet par rapport à ce personnage-là parce que je me disais putain non mais j'ai vraiment du mal quoi, genre la noire qui va chercher des allocations, putain mais sérieusement voilà, parce qu'on le précise quand même pour ceux qui savent pas, c'est une actrice une catcheuse donc noire et en l'occurrence j'ai eu un vrai rejet comme il m'arrive d'avoir du rejet pour certains heels dans les matchs de catch, dans les fédérations, et ensuite de me dire en fait mais c'est un peu comme en amour quoi, si je le ou je la déteste autant, c'est qu'en fait je l'aime quoi. Et du coup, ou en tout cas que ça fonctionne ce qui est proposé. Et je trouve que rien que dans cette première saison, il y a à la fois le truc principal des heals et des faces, et en même temps on vient t'expliquer sans trop te dire qu'un personnage peut te paraître, tu vois cet alignement de trucs, tu peux avoir grosse levée de bouclier en mode ouais mais c'est tous des clichés, t'as l'indienne, t'as la lesbienne, enfin en l'occurrence il se trouve qu'elles sont toutes les deux, enfin, et finalement on quitte jamais le fait de parler de catch. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Mais oui, et puis ça ça fait partie du sujet, c'est-à-dire que le côté ils assument complètement, alors je sais pas à quel point c'était vrai dans la vraie émission, mais ils assument complètement le côté, bon bah le catch, ça peut être de très mauvais goût, quoi. Ça, ils en parlent clairement. Et d'ailleurs, il y a du coup, il y a le personnage de, alors je sais pas, je crois qu'elle est indienne du coup, mais qu'on lui demande, je sais plus si on lui demande de jouer un petit peu une terroriste. Ah oui, tu parles de Beyrouth. Ouais. Alors l'actrice, elle s'appelle Sunita Mani, donc elle doit être indienne, je pense aussi. Ouais. Et elle a clairement, je crois que c'est dans la troisième saison, peut-être, je sais plus, mais elle finit par avoir quand même des problèmes avec ce qu'on lui demande de faire et tout, et elle veut évoluer. Donc ça, c'est un aspect qui est ultra vrai dans quiconque a regardé le catch dans les années 80 et malheureusement même un peu plus tard. Le catch a toujours utilisé des stéréotypes racistes et encore aujourd'hui, hein, je veux dire, oui. Des personnages les catcheurs à la bleue, les catcheurs rebeux, dire, désolé, j'ai un 19.3, donc les catcheurs rebeux, ils sont souvent terroristes et tout jusqu'aux années 2000, hein, il y a encore des catcheurs qui ont des rôles de terroristes. Donc du coup, ça c'est un aspect très réaliste du catch qui est parfaitement bien traité dans la série, je trouve. Puis justement, c'était un gros point de contention justement avant la saison 4 en fait, parce que cette actrice-là qui jouait Beyrouth et d'autres actrices, dont celle qui joue Jung Chain numéro 1, puis après Black Magic, ou encore celle qui joue Machu Picchu, donc Carmen, qu'on a déjà évoqué. Elles avaient signé une lettre à la production pour demander à ce que leurs personnages, qui étaient déjà des personnages secondaires, soient mieux représentés et moins racistes. Enfin, qu'il y ait des personnages, les personnages que leurs personnages jouaient sur le ring soient moins racistes. Et ça avait été accepté, et ils avaient même accepté, la production avait même accepté d'engager une personne
comme un espèce d'agent spécialisé qui regardait si les rôles étaient vraiment mieux traités, etc. pour la saison 4. Donc malheureusement, c'est un truc qui aurait peut-être changé un peu la vision des choses dans la saison 4. Mais moi, je trouve ça, entre guillemets, bizarre et presque pas hypocrite, parce que je comprends tout à fait les revendications et il n'y a pas... C'est un peu déconnecté, ouais, je Mais suis c'est un d'accord. peu déconnecté de la série, parce que je trouve que de la saison 1, moins dans la saison 1, mais surtout dans la saison 2 et la saison 3, ils en parlent quand même beaucoup. Tous les personnages secondaires sont traités de Ouais, ouais. manière très équitable, je trouve. Et Ouais. puis, que ce soit Beyrouth ou d'autres personnages, même Welfare Queen, ils en parlent beaucoup du fait qu'ils jouent des personnages racistes, s'ils acceptent ou pas. Beyrouth, elle arrive à échanger son personnage avec une autre des filles qui jouait elle une vieille, et qui en avait marre de jouer la vieille. Et puis même au niveau purement narration, on parle, tu l'as dit Michael, on parle beaucoup de thèmes LGBT, il y a énormément de thèmes sur le racisme. Il y a le personnage de Fortune Cookie qui, dans la saison 3, quand ils sont à Las Vegas, ils sont dans un hôtel à thème asiatique, et elle dit qu'elle en peut Ouais, plus en fait de vivre dans son propre cauchemar. Elle joue un c'est ça. personnage stéréotypé asiatique et elle vit dans un hôtel stéréotypé asiatique. Oui, Donc c'est pour ça on m'a... a Sheila aussi, Gail Rankin Oui, de She-Wolf, qui elle est vraiment, on parlait de minorité, elle c'est vraiment, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire je trouve comment ils ont réussi même en poussant ces thématiques de et en représentation de même temps, minorité. oui, et en même temps, juste pour finir sur Beyrouth, Oui, c'est vrai ce qu'il dit Michael. Bon, c'est pas une, c'est un peu une porte ouverte qu'on enfonce en disant ça, mais c'est encore plus vrai pour Glow, parce que le personnage de Beyrouth, c'est une inspiration directe d'un personnage qui existait dans le vrai Glow, qui s'appelait Palestinia. Donc il y a vraiment, ouais. il y avait un exemple concret d'un personnage ouvertement raciste, et là il y avait pas de recul dans l'émission Glow sur ce personnage-là. Alors que dans la série, ils avaient cette capacité-là à pouvoir mettre du recul sur ça. De toute façon, je veux dire encore une fois, à la WWE, des exemples de personnages Ah oui, oui, bien racistes, sûr, enfin, mais je veux là dire, c'était vraiment genre du copier-coller, quoi. que ce soit, On en a plein. Tatanka, on pourrait considérer que Tatanka c'est un peu raciste sur les bords, mais même Papa Shango ou plein de gimmicks comme ça, je veux dire, bon voilà, quoi, hein, c'est quand même, ça a quand même été Oui, fréquent qu'on là, donne des Bien gimmicks de sûr, bien bons sûr. sauvages. c'est ça, la liste serait longue, ouais. Mais après, comme tu nuançais Félix, c'est-à-dire que c'est, oui, comme Michael disait, il y a une forme d'hypocrisie avec d'énormes guillemets, c'est-à-dire si tu t'imprègnes un minimum en acteur studio ou ce que tu veux pour jouer ton rôle, bah tu sais que dans les faits c'était comme ça. Après, tout l'intérêt, je trouve aussi de Glow, au-delà de parler de catch, c'est d'arriver de réactualiser, comme l'a dit Félix dans une période passée, des sujets qui concernent le catch ou qui concernent une dimension sociale. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de questions aussi de rapport au corps aussi. C'est ce qui est assez intéressant, c'est que ce prisme-là, dans les fictions, les documentaires qui souvent mettent en avant des hommes dans le catch, est très peu évoqué. Ici, on a vraiment un casting, et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du personnage de Betty Gilpin qui résumait la série avec la citation de Félix. Elle avait eu une interview où elle expliquait, au fait, elle parlait beaucoup de son rapport à son corps, et notamment au sens très large, c'est-à-dire elle parlait qu'elle avait une transformation de son corps d'une forme d'amaigrissement, qu'elle avait aussi le lien à sa poitrine. Elle a une scène assez emblématique d'ailleurs, j'en dirai pas plus, mais par rapport à son rapport à son corps, ou sur laquelle elle s'est exprimée. Donc finalement, tout ça, ça rentre dans une espèce moi je sais pas, je suis admiratif de voir comment ils ont fait converger tout ça. Et j'allais dire, avant de laisser continuer Félix, donc le personnage de Sheila de She-Wolf, qui elle est totalement, pour moi, est peut-être un des personnages les plus forts, parce que c'est un personnage, il faut vous dire qu'elle incarne son personnage sur le ring à la vie. C'est-à-dire pendant au moins un bon bout de temps, je vais rester vague, c'est-à-dire qu'elle a un personnage où elle joue une femme louve, et en l'occurrence, elle attend pas d'être sur le ring pour être make-upée, etc. C'est-à-dire pour elle, être femme louve, c'est pas un rôle, c'est son essence, c'est ce qui la définit. Et donc là, on a une espèce de modification de paradigme de tout ce qu'on a dit jusqu'avant, qui est
comment est-ce que tu fais le cheminement inverse? Et c'est fabuleux. Et c'est-à-dire que là, on a vraiment même une critique ou une réflexion sur le catch dans un sens comme dans l'autre, quoi. Le personnage civil, le catcheur, la catcheuse, et inversement. Et c'est un truc d'ailleurs. Je devance un petit peu, mais on y reviendra sur le dernier point de l'émission. C'est un truc qu'on retrouve dans certains types de documentaires, mais je vais pas m'appesantir là-dessus. On y reviendra un peu plus tard. Je sais pas si vous vouliez rajouter des choses. Moi, deux petits Mickaël, trucs sur la saison oui, 1, oui, bien sûr. en particulier. Déjà, oui, ça traite des bases du catch, mais il y a aussi des trucs très précis du catch, genre la mécanique des calling spots en anglais, c'est-à-dire Ouais. prévoir des prises à l'avance, mais sur le ring, directement sur le ring, c'est-à-dire se cacher pour dire fais-moi un dropkick. Tout ça, on les voit sans que ce soit vraiment exposé, vraiment à plat. C'est-à-dire qu'on voit juste, en général, c'est Ruth Wilder, le personnage d'Alison Brie, et puis Debbie Egan qui catch comme ça, et on les voit se parler dans le ring. Mais c'est très subtil. Et il y a aussi des trucs comme le work shoot. On en a parlé dans un épisode sur le booking, c'est-à-dire que on manipule exprès les gens même du spectacle pour réussir à avoir la meilleure réaction possible de surprise. Ça, dans le dernier épisode, il y a un work shoot, c'est-à-dire que Debbie Egan, on croit qu'elle a quitté l'émission, mais en fait non. Après, j'en dis pas plus sur l'exécution. Et le deuxième truc, c'était que dès la saison 1, on s'en rend compte très vite, même si c'est les balbutiements du côté physique dans le ring dans la saison 1, c'est que toutes les actrices catchent elles-mêmes. Bon, après, c'est très approximatif, mais elles catchent elles-mêmes, elles n'ont pas de doublure, elles n'ont pas de doublure cascade. La seule doublure cascade que j'ai pu noter, moi, dans les 3 saisons, c'est dans la saison 3 où le personnage de Ruth Wilder fait un moonsault. On voit très, très clairement au montage que les mouvements collent pas, etc. Mais c'est quand même hyper impressionnant que tout ce casting d'actrices, parce qu'à part Kia Stevens, elles sont tous des actrices et pas des catcheuses, arrivent à catcher quand même dans le ring. Ceci dit, moi je peux me tromper, mais il me semble que j'avais entendu que celle qui fait Machu Picchu, elle avait quand même un petit background de catch, je crois. D'accord. Mais je peux me tromper, hein, mais il me semble que il y avait elle aussi qui avait un petit background. Mais c'est vrai que ce qui est impressionnant, en effet, ce qui est étonnant dans la série, quand même, c'est que les matchs sont assez bien exécutés, quoi. Je veux dire, ils ont toutes fait. Ça aurait pu être. Après, ils jouent un peu sur le fait que forcément, enfin, si on se situe dans le contexte de cette émission à l'époque, je pense que ça devait pas forcément être du Sacha Banks contre Bayley tous les jours, quoi. Donc, le niveau de technicité n'est pas non plus incroyable, mais en fait, compte tenu justement de ça et du fait que ce soit pas des vraies catcheuses, je veux dire, il y a du move, quoi. Je veux dire, il se passe enfin, c'est pas du catch ridicule, quoi. C'est quand même, moi, c'est ce qui m'avait un peu impressionné dans la série, c'est que il y a du catch assez sympa quand même si on a rarement l'occasion aussi, ça, si on peut en parler, mais on a rarement l'occasion au final de voir, sauf peut-être généralement en fin de saison ou dans des épisodes spéciaux, on voit rarement un match vraiment entier long, en fait, quoi. Oui. Mais en fait, ils gardent souvent un peu ça pour la fin de la saison, justement, où il y a un gros match ou un truc comme ça. C'est ça. Donc c'est assez sympa aussi. Et c'est là où c'est assez fort, parce que depuis tout à l'heure, on a vraiment parlé un petit peu plus précisément parce que c'est quand même l'objet de l'émission de est-ce que la série parle de catch. Si on en parle en tant que série, il y a des codes. Moi, c'est un truc qui m'a bluffé dans la série, c'est comment les codes qui parfois sont à la limite vraiment du kitsch, que ce soit dans la logique des bons sentiments, que ce soit dans ce que tu viens de nommer, Michael, c'est des trucs, c'est des codes des années 80-90, hyper éculés, ou même dans les films, d'avoir un objectif, on compte plus les fictions sur le sport, ou les équipes de baseball ou de basket qui doivent surmonter avec un coach, avec un retard, ou qui vont monter une équipe improbable, avec un élément de l'équipe qui va s'avérer avoir un talent, etc. Je vous en passe, c'est des meilleurs. Et pourtant, ça marche très bien, quoi. Il y a un équilibrage global qui fait que, en termes de rythmique, de découpage des épisodes, on n'a pas parlé de ça, de la dimension de sérialité, effectivement, tout ça, c'est vraiment nickel. Et chaque saison a des grosses portions, on va dire, une grosse portion thématique qu'on peut aussi découper en sous-sections et les répartir entre les personnages.
et là-dessus, respect, quoi. Ah oui, ils ont le confort de pouvoir vraiment s'arrêter en profondeur sur chaque personnage, sur chaque besoin, sur chaque désir de toute cette galerie de personnages. Mais après, ça, c'est le format sériel, encore une fois. Moi, je trouve que justement, presque dans la première, je trouve qu'ils le font plus après, mais dans la première saison, justement, j'avais un peu cette frustration où, au final, à part les deux personnages principaux, on va dire les deux actrices principales, les autres personnages étaient quand même assez peu traités dans le détail. D'ailleurs, même par exemple, Kia Stevens. Alors, je sais plus Kia Stevens quand elle a son histoire avec son fils. C'est dans la saison 2. Saison 2. Ouais, voilà. Donc, dans la première saison, Kia Stevens, son personnage n'est pas tellement développé au final. On les voit un peu sur le rythme, mais elles ne sont pas tellement développées. Après, par contre, ils ont en effet plus le temps de les développer. Moi, juste ce que je voulais dire sur la première saison aussi, c'est que, en effet, alors, presque, paradoxalement, je trouve que les autres saisons sont presque mieux écrites, enfin, surtout la troisième, d'un point de vue, disons, de série sérieuse, dramatique, traditionnelle. Ouais. Mais la première saison, je trouve plus un côté un peu soap opéra, parce qu'il y a quand même toute une partie où c'est un peu les meufs qui vivent leur vie dans leur hôtel avec des petites histoires de rivalité, tout. Enfin voilà, il y a un côté un peu pas forcément toujours très intéressant, je trouve, dans leur vie de tous les jours. Mais par contre, la première saison, c'est la plus intéressante, je trouve, au niveau du catch, dans le sens où elle est vraiment construite un peu en parallèle à l'idée du booking et de la façon dont les personnages peuvent créer des rivalités, tout. Donc en fait, dans la première saison, je trouve qu'il y a un vrai parallèle entre la structure de toute la saison et la façon dont le catch peut fonctionner, quoi. Et c'est presque là où ils ont fait plus cet effort, alors que comme après, ils sont un peu partis plus sur les personnages et moins sur l'idée générale du catch. Du coup, elles se complètent pas mal, en fait, les saisons. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il y a je suis d'accord par exemple par rapport à la saison 3 où vraiment ils prennent. T'as cité l'épisode du feu de camp, Mehdi, mais ils prennent vraiment beaucoup plus de temps à la partie drama, plus qu'à la partie catch. Mais dans la saison 2, il y a malgré tout énormément de trucs sur le catch dans la saison 2. Je regarde juste par rapport. J'essaie de faire les proportions par rapport à mes notes. Quand j'ai revu la série, j'ai pris surtout des notes par rapport au catch, parce que en prévision de l'émission. Mais par exemple, il y a tout le premier épisode où on sait que le show va avoir une place sur une chaîne de télévision, pardon. Tout de suite, le premier truc, c'est on a des contrats pour vous à signer. Et les contrats, c'est vous êtes votre personnage, c'est notre propriété intellectuelle, on a la main mise sur les produits dérivés, etc. Et tout le monde est remplaçable. Donc c'est vraiment le truc typique des contrats WWE qu'on a vu cette année quand certaines personnes allaient être licenciées, quand ils allaient perdre leur Twitch parce que ils jouaient un peu sur leur personnage et que donc du coup le personnage appartenait à la compagnie. Donc déjà il y a ça un petit peu en sous-tension, même si c'est le monde télévisuel en général, c'est quand même un truc typique du catch WWE. Il y a aussi d'autres trucs, il y a un exemple de shoot aussi, c'est-à-dire de vrais combats impromptu dans un ring quand le personnage de Debbie Egan prend de la coke et qu'elle blesse sa partenaire dans le ring. Il est ouf cet épisode. Il est ouf cet épisode et l'épisode d'après aussi quand elle s'engueule, etc. Ouais. Mais ça c'est le développement de personnage qui veut ça aussi. Il y a quand même... je pense pas que ce soit trop fréquent qu'un catcheur casse délibérément la jambe d'un autre catcheur. Non mais c'est un exemple de shoot. C'est un exemple dans le catch, ça peut aussi se passer mal quand quelqu'un justement n'est pas coopératif. Ça répond un peu à ce que tu disais sur la dimension dramatique. Michael, vas-y, peut-être un dernier élément là-dessus. Non, juste, je suis d'accord, oui, en effet, ça continue à parler de plein de choses intéressantes par rapport au catch. Mais là, ce dont je parlais sur la première saison, c'est vraiment l'aspect purement booking. Enfin, je trouve que par exemple, la première saison se construit vachement jusqu'à la surprise finale de booking par rapport à Kia Stevens, sans spoiler, à la fin dans le premier épisode. Donc je trouve que la première saison est plus structurée par rapport à l'aspect vraiment booking de catch, mais ça ne veut pas dire que après il y a encore plein d'aspects intéressants parce par rapport à ça. Dans la saison 2, je continue, parce que moi ça m'intéresse beaucoup, mais genre dans le follow-up de cet épisode où
où Bruce Wilder a la jambe cassée, on lui propose de couper ses bottes pour pouvoir lui mettre un plâtre, et elle dit tout de suite non, les bottes c'est particulier C'est pour moi. mon objet Et de ça, travail, c'est un ouais, truc, c'est à moi. il y a une symbolique autour des bottes dans le catch qui est énorme. On dit hang your boots quand on prend la retraite. Enfin, on l'a vu avec l'Undertaker. Bon, là, c'était le manteau, les gants et le C'est ça. chapeau. Mais il y a ça. Il y a même un truc sur le où ils font un album où les catcheuses de Glow font un album avec des clips MTV des années 80. Ça, c'est un truc aussi. Il y avait un album qui s'appelait Pile Driver. Pour la WWE où les catcheurs chantaient et avaient fait des clips. Donc il y a ça aussi, il y a énormément de petits, c'est plus des petites choses, des petits détails dans la saison 2 parce que c'est moins central effectivement, mais il y a quand même une grosse richesse de l'utilisation des codes du catch dans la série quand même. Ah, je pense qu'on pourra effectivement en débattre très longtemps. Je voulais vous lancer juste avant qu'on arrive sur la dernière partie. Je compte sur vous, messieurs, un montre en main, 2 à 3 minutes par rapport à ma question. C'est un peu dur, c'est un petit exercice. Il y a quand même un personnage dont on n'a pas parlé, même si il y a la part belle, effectivement, aux femmes, mais qui est quand même emblématique, interprété par l'acteur Mark Maroon, qui Ah est oui, effectivement, voilà, le Sam Sylvia, qui est, on va dire, le mastermind un petit peu de tout ça. C'est à lui qui est confié l'idée de enfin la proposition de cette émission, et c'est un petit peu lui qui va un petit peu de manière complètement désabusée, superbement incarné. J'adore cet acteur qui fait aussi du stand-up et des podcasts. Donc à qui on confie les rênes et qui commence sans on va dire une once d'espoir par rapport à ça, qui se dit vraiment j'ai que des cassos et puis voilà, et progressivement qui va être un peu lui dépassé par la chose, et puis tout en, alors je vous épargne les détails, je vais pas tout dire du personnage, mais en luttant aussi contre ses propres névroses. Il y a un personnage momentané d'ailleurs dans la saison 1, etc. Bon, je reste très très vague, mais c'est vraiment un personnage extrêmement riche. Qu'est-ce que vous pouvez vous m'en dire rapidement chacun sur le personnage, et éventuellement si vous voyez des accointances avec ce genre de personnage comme ça dans le coach, le créateur d'événements dans le domaine du catch. Félix. bah, le personnage de Sam Sylvia, c'est un réalisateur de films de série B voire Z qui devient finalement un booker. Ouais, Et j'ai pas l'impression qu'il s'en rend compte lui-même, parce que finalement c'est plus le personnage de Bruce Wilder avec son côté très inventif, c'est très ça. Rentre dedans, ouais. expérimenté et créatif qui va finalement devenir plus la bouqueuse par défaut de l'émission, mais pas forcément par défaut parce que c'est Ouais, volontairement son envie aussi de développer le potentiel de Glow. oui. Elle est Mais tout à fait consciente qu'elle vient du volet de l'acting et oui, qu'elle veut injecter ça là-dedans à défaut d'avoir pu avoir une oui. place ailleurs. Mais Sam Sylvia, le personnage de Sam Sylvia, il garde quand même la main mise sur l'émission. À chaque fois, il est là à dire c'est toi que je veux, c'est toi que je Oui, vire. oui, Donc il y a quand même le côté un peu promoteur qui a avec aussi le personnage du producteur de Bash. Et puis plus tard avec Debbie, mm, mm. Debbie Egan. Mais sinon, l'acteur en lui-même, je l'aime beaucoup aussi. Je l'ai découvert avec cette série. Mais il est excellent, il est excellent, il est drôle, et il a un côté vraiment contre-culture des années 80 Ouais, qui rajoute juste la petite cerise sur le gâteau. la moustache déjà datée au hasard. Michael? Ouais, moi aussi j'aime beaucoup l'acteur et le personnage, mais presque un peu trop. C'est-à-dire que moi je trouvais un peu que la série se repose un peu trop sur lui, Je suis assez d'accord. et qu'au final, presque, il prend un peu trop de place par rapport à l'ensemble des catcheuses, quoi. Et enfin, il devient de plus en plus important. C'est-à-dire que on pourrait presque le considérer à certains moments comme le protagoniste de la série, franchement. Et c'est presque un peu une façon d'échapper à tout le reste dans la série, donc c'est presque un peu dommage. Oui, Mais le personnage est assez fort, oui. oui, je te rejoins vraiment sur cette opinion-là. Après, c'est vrai que ça reste un point de convergence très intéressant pour chacune des différentes catcheuses, mais ils arrivent
même s'il y a des fois où ils échappent pas à la règle, un petit peu à ce que ça tombe pas comme exclusivement le personnage paternaliste, point de repère pour toutes les catcheuses. Voilà, comme je disais, même s'il y a des petites erreurs de parcours, mais on vous laissera vous faire votre opinion pour ceux qui n'ont pas vu la série ou nous la donner en commentaire sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram ou ailleurs. Voilà, on va continuer, messieurs, et on va conclure, même si ça risque d'être une conclusion plutôt dense, tant mieux. Et triste. Dernière question, donc est-ce que le catch est effectivement, comme d'habitude, moi j'aime toujours le faire, hein, rendons à César les propositions de réflexion et de construction des émissions. Est-ce que, comme nous le proposait Félix, est-ce que le catch va tirer quelque chose de glauque? Alors justement, comme c'est Félix, quelque part toi qui nous pose la question, moi j'allais plutôt redonner la parole à Michael. Ça m'a presque étonné en fait que la WWE n'ait pas plus joué sur le côté presque un peu... Parce qu'on sait que la WWE, ils ont tendance à être quand même très très, on va dire, un peu putassier et à essayer d'utiliser tout ce qui peut fonctionner et tout. On va dire racoleur, oui. Donc ça m'a vraiment étonné qu'ils n'aient pas commencé à faire des gimmicks super 80s par exemple à ce moment-là avec leurs catcheuses, ou limite à avoir... des équipes hyper à l'ancienne et tout, ça m'a vraiment étonné. Ah ouais. Mais au final, Glow n'a pas tellement eu d'influence, en tout cas de ce que j'ai pu voir, sur la façon dont le catch a pu être booké à ce moment-là. Après, en ce qui concerne, est-ce qu'il y a des gens qui ont découvert le catch grâce à Glow? C'est un peu difficile à savoir. Je sais pas si vous, dans votre entourage, il y en a. Moi, je connais des gens qui regardent pas du catch, qui ont pu avoir la curiosité de regarder Glow, mais ils vont pas aller jusqu'à regarder du catch derrière. Pareil. Voilà, c'était un peu la même optique. Ils se sont motivés à voir quelque chose. Ils se tournaient vers moi parce qu'ils savaient que j'aimais le catch et ils me disaient tiens, ça m'intéresserait de savoir quoi regarder. Mais de là à vraiment avoir une démarche totale, oui, c'est un peu du même ordre d'idée. Ouais. Mais par rapport à la WWE, pour te répondre, Mika, c'est vrai qu'ils se sont pas du tout inspirés de Glow, mais sans doute parce que déjà ils aiment pas forcément considérer comme de la concurrence un truc extérieur déjà au catch et puis à eux en particulier, mais aussi je pense parce qu'ils étaient déjà dans la mécanique de mettre beaucoup plus en avant le catch féminin, parce que à partir de 2017, là où a commencé la série sur Netflix, ils avaient déjà quand même mis beaucoup plus l'accent sur toute une nouvelle génération de catcheuses. Il y avait le Mae Young Classic qui avait commencé sans doute un an après. Donc ils étaient déjà dans on va mettre plus de catcheuses à l'écran. Alors pas forcément en mode rétro 80s, mais ils avaient déjà fort à faire avec le catch féminin, je pense. Mais par exemple, ça m'étonne qu'ils aient pas plus essayé. Alors peut-être qu'ils ont essayé que ça n'a pas été possible, mais ça m'étonne qu'ils aient pas plus essayé, vu qu'ils avaient pour faire un petit historique de ça, ils avaient quand même engagé à un moment donné Kia Stevens, donc qui s'appelait pas Some Kong chez eux, mais qui s'appelait je sais plus comment. Karma, mais il y a eu un problème puisqu'elle était tombée enceinte, voilà, et malheureusement elle a fait une fausse couche après, et donc du coup ça avait un peu quand même interrompu sa carrière pendant un moment. Après elle est revenue, je pense, à Impact, si je me dis pas de bêtises. Donc ça m'a étonné qu'à ce moment-là, vu que ça devenait quand même, du coup elle avait une exposition, qui s'est pas cherché à retravailler avec elle, mais ça se trouve ils ont cherché et en fait ça s'est pas fait, en fait, je sais pas. Bah finalement c'est la EW qui s'en est un peu servi, parce que au lancement, je sais pas si c'est au lancement du pay-per-view ou du premier pay-per-view, mais en tout cas au lancement de Dynamite, leur émission hebdomadaire, quand ils ont fait la tournée des talk-shows et avec une partie du casting, il y avait toujours Kia Stevens avec eux, alors qu'elle n'était pas forcément la catcheuse numéro 1 du groupe, et elle a même pas vraiment catché à la EW, mais elle est apparue plusieurs fois, mais à chaque fois elle était présentée comme catcheuse et star de la série Netflix Glow. Donc est-ce que ça les a aidés un petit peu à avoir un tout petit peu plus de notoriété, un peu plus de classe entre guillemets dans cette sphère-là? Peut-être, mais voilà. Moi, ce qui me choque, c'est que par rapport à Kia Stevens, pour finir avec elle, c'est que elle en a pas tellement profité que ça en fait.
Bah oui, moi Euh, j'espérais qu'elle devienne actrice en fait, mais apparemment, quand on va voir sur IMDb, il n'y a pas grand-chose derrière. Bah ouais. Ouais, y a pas grand-chose, effectivement. C'est un petit peu un gâchis. Mais ceci dit, au moins, parce que le truc par rapport, juste pour terminer là-dessus, alors par rapport au fait qu'elle soit catcheuse, en effet, je pense que quand même elle a probablement une quarantaine un peu avancée maintenant, je pense. Je sais pas exactement quel âge elle a, mais je sais qu'elle avait déjà 40 ans, je pense. Mhm. Donc, vu son physique et tout, je pense que bon, elle va pas catcher non plus pendant des années, c'est clair. 43 ans. Maintenant, voilà, Ouais, donc, de 43. rien pour une catcheuse, c'est quand même pas mal. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, par contre, ce qui m'étonne, c'est que maintenant, elle a quand même montré ce qu'elle savait faire comme actrice et tout ça. Par exemple, elle ferait probablement du super général manageuse pour Raw ou SmackDown. Enfin, il n'y a plus trop de général manager en ce moment, mais elle pourrait avoir un rôle narratif vachement développé. Alors que paradoxalement, quand elle était catcheuse, elle n'avait pas tellement beaucoup de temps au micro parce qu'elle avait des gimmicks un peu de Monster Hill et ce genre de choses. Alors qu'en fait, elle pourrait donner des choses beaucoup plus intéressantes, sûrement maintenant, quoi. Moi, je la verrais bien aux commentaires d'une émission Ouais. exclusivement féminine, par exemple. Ouais. C'est parce elle a l'air vraiment très drôle, en plus de bien s'exprimer, etc. Donc, je pense que. Puis elle connaît le catch, donc pour ça, il n'y a pas de Sur la souci à se faire. section, ouais, sur la section Dark d'AEW à l'occasion, ou sur les tournois tag team féminin, pareil, de l'AEW. Parce que de toute façon, je la vois pas trop ailleurs, hein. Ils ont vraiment construit avec elle. La WWE, je pense pas qu'ils aient un intérêt particulier, sinon ils seraient saisis du truc avant. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que ouais, je la vois plus là-dessus. Je pense que pour répondre dans les grandes lignes, bon, on a parlé vraiment fondamentalement d'acteurs-actrices. Il y a eu quelques petites références. On a vu que sur les late shows, il y avait peut-être, même si aux États-Unis, contrairement à chez nous, les invitations de catcheurs, ça arrive toujours, notamment par rapport à leur post-carrière. On connaît les John Cena, Miz et compagnie qui ont toujours des petits films par-ci par-là. Les Cody Rhodes qui finissent sur des shows télé, d'autant plus maintenant vu l'association à la TNT de la l'AEW. Mais moi, je voulais peut-être inverser la tendance et voir comment Glow a, c'est-à-dire est-ce que Glow a influencé le catch. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des espèces de lignes parallèles, je sais pas pourquoi, en termes de ressenti de ce qu'il te propose dans le catch actuellement. Et je parle pas de ce qu'on a évoqué sur les thématiques LGBT, etc. Mais moi, je parlais quand même de quelque chose proche des traitements documentaires et d'un monsieur qu'on aime beaucoup avec Félix, qu'il m'a fait découvrir d'ailleurs et que je crois Michael connaît aussi, qui est Kenny Johnson. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher dans certains épisodes, dans certaines dynamiques, plus peut-être dans le contenu que dans la mise en scène, il y avait des choses, moi, qui m'évoquaient beaucoup, en fait, les tons, les tonalités, les sujets, le rythme des documentaires de Kenny Johnson. Donc, je suis pas en train de dire que ça a influencé ses documentaires à lui ou inversement, mais en tout cas, voilà, il y a des parallèles assez intéressants sur la manière intimiste de comment est-ce qu'on parle des catcheurs. On vous renvoie vraiment à notre émission avec, c'est intéressant de voir comment ça se croise encore une fois, hein, avec Sabrine Benmen, journaliste donc, avec qui on a discuté de la question existe-t-il un journalisme sur le catch ou du catch. Donc voilà, moi je pense que c'est des espèces de lieux comme ça qu'il faut continuer de creuser avec des objets toujours autant de si bonne qualité que ces vidéos, ces documentaires, ces séries, ces reportages, nos podcasts peut-être humblement, pour pouvoir continuer de plus en plus à sensibiliser, se retrouver un jour. C'est pas forcément le saint graal absolu, mais avoir des entourages qui ne vont plus simplement nous demander tiens, tu connais un petit peu le catch, mais voilà, je me suis mis à aller chercher des shows de catch, quoi. Pour finir de répondre à la question de départ, moi je dirais que Glow, ça a surtout été. Alors malheureusement, c'est fini, mais ça a été la porte d'entrée du catch sur Netflix. Parce que avant Glow, il y a Lucha Underground,
qui avait eu des rediffusions sur Netflix, mais ça n'avait pas duré très longtemps. Ensuite, il y a eu Glow, et depuis Glow, même avant que la série soit annulée, il y a eu plusieurs programmes de catch, notamment de la WWE sur Netflix. Il y a eu le Big Show Show, donc le soap, enfin plutôt la sitcom du Big Show sur Netflix. Il y a eu le Catcheur masqué, je crois que c'est en français. C'est un film pour enfants sur le catch, et en particulier à la WWE. Et puis maintenant, là ça va être un peu le hashtag complot time. Mais comme par hasard, très vite après l'annulation de la série, alors qu'elle était déjà en tournage, donc elle était déjà en route, elle était déjà produite, la saison 4, on sait depuis quelques semaines que la WWE a commandé sur Netflix 2 séries documentaires, style comment The Last Ride ou The Last Chance ou The Last Chance avec Michael Jordan sur Stone Cold, Steve Austin, et sur Vince McMahon. Donc des gros sujets. Alors à voir comment ils seront traités, s'ils seront honnêtes ou pas. Mais là, je ne crois pas. mais en tout cas, ça. Je sais pas s'il faut y voir un lien spécialement. Entre l'annulation et... non, j'exagère entre le lien, évidemment, mais en tout cas, ça montre que Glow a pas servi à rien pour le catch et Netflix, le lien entre les deux, je veux dire. J'ai quand même vu des formes de triangle dans les communiqués de presse qui ont été diffusés, donc je sais pas. Non, mais blague à part, est-ce que vous avez peut-être un dernier mot, même si je pense que évidemment, au-delà de la qualité inhérente à la série, c'est bien en tant que tel dans le paysage du catch que Glow ait pu exister. C'est dommage, alors après, ça va toujours être la dimension de fantasme. Qu'est-ce que cette 4e saison est-ce que en ayant effectivement une conclusion, parce que c'est toujours plus attirant de dire à quelqu'un tiens regarde et la série est terminée, plutôt que de lui dire alors il y a 3 saisons, ils ont dû arrêter mais c'est pas mal, en fait ça suffit en tant que tel. C'est toujours autrement moins sexy en termes de statut, effectivement culte, etc. Voilà, c'est délicat. Mais en tout cas, voilà, c'est une série qui a le mérite d'exister, que vous soyez fan de catch ou pas. Vraiment, on vous la recommande hein, sans trop d'hésitation. Laissez-lui une chance de toute façon. Et puis voilà, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Mickaël ou Félix? 2 petits trucs et puis je laisse le dernier mot à Mickaël. Très bien. Déjà, c'est une super entrée pour quelqu'un qui connaît pas le catch finalement. Parce que ça explique bien certains points sur le catch comme on l'a bien expliqué dans l'émission, j'espère. Et puis ça force pas le trait, c'est-à-dire que si on aime finalement pas trop le catch ou si ça nous intéresse pas, on peut quand même suivre la série sans problème. Et puis heureusement que c'est une série Netflix, parce que ça veut dire qu'elle va rester dans le catalogue Netflix encore longtemps, et donc on pourra quand même la revoir inlassablement. Alors ça, oui, espérons, oui. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir le problème sur Netflix, c'est un autre sujet, mais de séries qui ne sont jamais sorties en DVD et qui vont peut-être être retirées, parce qu'ils retirent des choses quand même à un moment donné, et à ce moment-là, on se demandera comment on peut voir ces séries. C'est pas impossible que ça arrive à un moment donné. Mais jusque-là, j'ai pas l'impression qu'ils ont retiré une série ou un film estampillé Netflix, si? Je sais pas, mais je pense pas trop. Mais en tout cas, ils font le ménage régulièrement, donc c'est pas impossible qu'un jour ça arrive. Ah ouais, d'accord. En tout cas, le problème, c'est qu'il n'y a aucun autre moyen de les voir. Donc, oui, c'est ça qui est vraiment problématique. Bon bah voilà, ça nous aura permis de faire un beau tour malgré cette bon faut aussi ça fait aussi partie du jeu hein, ces réalités du domaine de la production et de la diffusion dont vient de dire Mickaël. Ça peut-être être d'une certaine manière ton mot de la fin, Mickaël. Du coup cette réflexion, cette observation là, est-ce que en tant que tel. Oui. Voilà. Bah, écoute, non mais c'est très bien. Si c'est annoncé spontanément, c'est l'essentiel. On va donc vous remercier de nous avoir écoutés. N'hésitez pas évidemment à nous partager votre avis. Vous précisez à notre agréable et grande surprise, même si on avait toujours une petite
dynamique de progression, qu'on a eu un très gros boom suite aux dernières émissions lancées sur les internets, hein, donc le fameux G1 Climax et l'émission sur le journalisme. D'ailleurs, on commence par être appelé, comme vous l'entendez, par des partenaires à droite et à gauche. C'est donc, je pense très sincèrement, hein, rendons à César ce qui est à César, la proposition de cette émission entre Félix et Sabrine autour du catch journalisme, qui a vraiment mis agréablement le feu aux poudres et qui a suscité beaucoup de réactions. On espère qu'il y aura une longue vie, donc n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas en règle générale à partager les émissions, Twitter, Instagram, Facebook, n'hésitez pas à nous soutenir si vous pouvez, comme je vous disais, financièrement sur Patreon, patreon.com/despodcast, DEEZ, podcast tout attaché avec un S à la fin, mais vous avez toutes les infos sur nos réseaux sociaux, nous impète pas, ainsi que dans les billets d'émission. Messieurs, on vous retrouve respectivement, Michael, tu m'arrêtes si je me trompe, @Orioto, ORIOTO. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de ta vie, ton œuvre, mon cher? Je fais des images inspirées de jeux vidéo, voilà. Culture contemporaine aussi, parfois. Oui, aussi parfois, films, séries, voilà. Et je suis aussi prof à l'ICANN, je sais pas, c'est très intéressant de dire ça. Si, pourquoi pas, c'est ton travail. Un poster Glo. Ah oui, j'ai pas eu. Commandez, envoyez une demande. Envoyez des sous-sous. Voilà. On va se débrouiller pour que ça arrive. Félix @PHELYKS. J'ai oublié un G. Bravo. J'ai pas oublié de G. Si, underscore G, c'est vrai. Underscore G. J'étais tellement pris Bravo par ton élocution. Si, donc je suis toujours sur Twitter. Voilà. En général, il y a l'exception catchesque et puis critique de merde pour le cinéma, même si en ce moment c'est pas très actif, mais calme, entre confinement, travail, pas toujours facile, mais ça reviendra quand ça reviendra. Et puis il y a toujours le Catchacast qui est sur les rails de nouveau. Ouais, et on the road again, et puis on espère le plus longtemps et le plus régulièrement possible, avec potentiellement des surprises. Ça prendra le temps qu'il faut, mais qu'on vous proposera quand ce sera prêt, mais il y en aura, rassurez-vous. Merci messieurs, pour ma part vous me retrouvez si vous souhaitez en mode perso individuel @d _du-8 MEHDI, Mehdi, et puis voilà, tout le reste, si vous passez par Des Podcasts, il y a des chances que ça converge vers moi, donc n'hésitez pas à dire s'il vous plaît, s'il vous déplaît sur les émissions, sans être maso, surtout ce qui vous déplaît, parce que ça fait toujours plaisir d'entendre qu'une émission vous a plu, mais c'est aussi comme ça qu'on peut modifier des choses, y réfléchir, voir effectivement si c'est pertinent de changer certains éléments. On vous remercie et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission du Catchacast ou un prochain live. Ciao. Salut. Ciao. Glow. That's the name. Women's wrestling is our game. If we play rough, please don't blame us. Our style is wild and you know you can't tame us. Glow. That's the name. Women's wrestling is our game. If we play rough, please don't blame us, our style is wild and you know you can't tame us. Glow, that's the name. Women's wrestling is our game. If we play rough, please don't blame us, our style is wild and you know you can't tame us. Glow, that's the name. Women's wrestling is our game. If we play rough, please don't blame us, our style is wild and you know you can't tame us. Glow, that's the name. Women's wrestling is our game. If we play rough, please don't blame us, our style is wild and you know you can't tame us. Glow. Retrouvez Catchacast et bien d'autres émissions de Des Podcasts sur Twitter @DesPodcast, DEEZ, podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom.